Bonjour et bonsoir les amis. Comme promis, je veux faire cette vidéo pour parler de l'info que nous avons tous eue qui dit qu'il y a eu des réfugiés congolais qu'on a tués au Rwanda. Nous allons essayer de parler de cela. Et je pense que ça ne va pas beaucoup durer. C'est une vidéo brève que je vais faire. Oui, avant d'y arriver, je voudrais un peu donc annoncer mes regrets pour ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Donc, il y a eu encore des morts, comme le monde le sait. Il y a eu des chrétiens catholiques, donc mélangés à d'autres personnes, donc dans un système laïque, qui ont trouvé bon de manifester pour pousser le gouvernement de mafia, donc la junte de Kabila au pouvoir, afin de respecter les Congolais, donc que Kabila se prononce, qu'il ne doit pas encore donc poser sa candidature comme président du Congo. Donc il quitte la scène politique au Congo et qu'il laisse les Congolais donc s'organiser, organiser les élections libres, justes, démocratiques et honnêtes afin de se choisir un leader. Ils avaient décidé de marcher, comme vous le savez, les mains vides, avec des chapelets, des croix. Et encore, donc, la junte de Kabila, qu'on appelle la Kabylie, donc, a trouvé bon de les malmener et il y a eu quelques morts. Et nous déplorons tout cela. Et c'est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que je ne sais pas maintenant ce qui se passe dans la tête des gens qui sont au pouvoir. On le dit, on cessera de le dire. Donc le pays est vraiment dans de mauvaises mains. On a des gens au pouvoir donc, qui sont soutenus, comme nous tous nous le savons, par des multinationales, donc des Occidentaux, même des Chinois, et de beaucoup de services de sécurité des Occidentaux encore. Donc, pour que Kabila puisse résister, quitte à tuer les Congolais, afin que ces étrangers-là puissent donc creuser les richesses du Congo et s'enrichir au détriment du peuple congolais qui est le propriétaire du Congo. C'est vraiment bizarre. Si quelqu'un peut expliquer cela, ça dépasse vraiment l'entendement d'une personne normale, en ce sens qu'il y a même des Congolais, des gens qui ont étudié, des soi-disant intellectuels, je ne cesse de le répéter, qui sont en train donc d'accompagner donc ce mouvement de mafia. Et quand vous êtes Congolais, depuis toutes ces années que l'invasion du Congo a commencé, c'est-à-dire en 1998, même si on n'est pas informé, même si on ne comprend pas ce qui se passe au Congo, je pense pendant toutes ces années, ça sera 20 ans bientôt, si vous êtes Congolais et que vous vous dites que vous êtes intellectuel, vous ne parvenez pas à comprendre jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, que le Congo est agressé par le monde, par les puissances du monde, à travers leurs multinationales, à travers les services secrets de ces nations-là, tels que les services secrets des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique, Australie, Canada, et à travers leurs multinationales, pour s'introduire au Congo, piller les richesses. Donc, non pas piller seulement les richesses, mais pire encore, donc de mettre les Congolais dans un coin, c'est-à-dire les propriétaires de la terre du Congo, n'ont pas droit à la parole.
mais ils les mettent dans un coin, non pas seulement vivants, ils les bousculent, ils les tuent, leur privent même d'une bonne vie, de la démocratie, le droit à la parole même, donc le droit même à la plainte. C'est-à-dire quand ils voient que quelque chose ne va pas, on prive même aux Congolais le droit de se lever, de dire non, trop c'est trop. Et vous voyez, c'est ce qui est tellement grave. Mais quand on est Congolais, vrai Congolais, parce qu'aujourd'hui, il y a la notion de Congolais. Quand on se dit on est Congolais, c'est-à-dire de père et de mère, ou bien même de père, ou bien même de mère, c'est-à-dire on a le sang congolais qui coule dans vos veines et que vous parvenez, vous accompagnez donc le gouvernement de Kabila, qui est un gouvernement de mafia. Donc les gens qui dirigent le Congo maintenant anticonstitutionnellement, puisque tout est déjà terminé, tout est expiré. Ils ont fait sciemment. Et vous vous dites que vous êtes Congolais, vous aimez ce pays-là, et je vois même des intellectuels qui discutent, qui supportent Kabila, comme la vidéo que le monde entier a vue. On a vu des jeunes à Kinshasa, sous l'impulsion de Mova Sakani, vraiment. Toi, tu le payeras. Donc, organisés là, dans un groupe, des soi-disant jeunes du PPRD, les bérets rouges. Or, en réalité, c'est des ramassis. Donc, tout un tas de voyous, des loupards qu'on a ramassés par-ci, par-là. Des affamés. Des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qui est en train de se passer réellement au Congo. Des gens sans cerveau. Des affamés, c'est-à-dire qui sont là rien que pour l'argent. Quand Mova Sakani, qui ramasse tous ces gens-là, les met quelque part, leur donne des bérets verts, le moyen de transport, avec l'argent du contribuable, les richesses du Congo. Donc vous utilisez les richesses du Congo pour mettre en place des gens qui vont tuer les mêmes Congolais. Et toi, tu es intellectuel congolais, tu n'as pas encore compris cela. Tu es en train de supporter ces gens-là. C'est vraiment déplorable. On dit, l'erreur est humaine. Si certains d'entre vous ont fait des erreurs dans le passé, soit par ignorance, des informations, mais ça sera 20 ans bientôt. Si tu n'as pas encore compris et que tu persévères dans l'erreur, c'est vraiment diabolique. C'est vraiment diabolique. Alors, c'est un peu ça. Mon cœur va tout droit vers les gens qui sont morts, non pas seulement récemment, mais depuis que la crise a commencé au Congo, tous ces gens qui ont versé leur sueur, leur sang, qui ont donné leur vie, tous les parents des familles qui ont perdu un membre, ou bien des membres, en tout cas, nous compatissons, car nous savons que cela prendra fin. Mais avant que cela ne prenne fin, il faut qu'il y ait vraiment une organisation du côté du peuple congolais. J'ai suivi des débats autour de ce qui s'est passé. Vous savez, quand on est devant une junte qui a pris le pouvoir par la force, après l'expiration légale de son pouvoir, l'expiration de toutes les institutions, mais la junte a décidé de se mettre donc de rester au pouvoir, de gérer les Congolais maintenant par défi. Donc quand vous êtes en face d'une junte pareille, moi je pense que ce serait tellement imprudent donc, de risquer donc, de sortir pour aller demander les droits et croyant que la junte là va vous écouter et donc répondre à vos besoins. Parce que la junte n'a ni loi ni foi. Ce sont des sauvages. Ce sont des animaux. J'ai donné un plan. Il y a des gens qui ont donné des plans, j'ai suivi récemment. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas dans une vidéo que j'ai faite, quand on avait encore tué des Congolais. Ça ne sert à rien de sortir comme ça devant ces gens-là. Ce sont des gens sans cœur. N'exposez pas votre vie comme ça. Ces gens-là n'ont aucune notion de la civilité, la civilisation, la démocratie. Ils ne sont pas là-bas.
La seule solution, j'ai dit, c'est que le peuple congolais s'organise. Donc, en guérilla au Congo. Vous ne pouvez pas vous ranger comme ça dans un combat classique, une revendication classique. Vous êtes là-bas et ils sont ici. Vous êtes une centaine et ils sont des milliers là-bas, bien armés. Et vous croyez que vous allez vaincre des gens sans cœur? Ils vont encore vous tuer, toujours vous tuer. Et je me plains parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent mettre en place donc un groupe de résistance pour revendiquer les droits, mais qui continuent à commettre les mêmes erreurs, à aller exposer des gens devant ces démons. Non, changez de système. Mettez en place des gens bien formés, des guérillas. Car avec le système des guérilleros, on peut bien faire face à ces gens là-bas. Ces gens-là ont besoin d'être surpris. C'est-à-dire, comme on voit les commandos dans des films là-bas. Vous savez, ce sont des gens qui sont affamés et distraits comme ça. Il faut les surprendre jour et nuit pour aussi les éliminer. Moi, je pense que c'est ça le système. Et avant de passer encore à mon sujet du jour, qui parle des réfugiés congolais tués au Rwanda, il y a encore une réponse que je vais donner à un Burundais là, qui ne cesse de m'agacer, parce qu'il est très mécontent quand je parle de Pierre Nkurunziza. Je pense dans une vidéo, non pas celle que j'ai faite la fois passée, c'est la vidéo que j'ai faite avant celle de la fois passée. J'avais dit quelque part là que Pierre Nkurunziza, donc, excusez, n'est pas là-bas pour le bien des Burundais. Donc, comme il l'a dit, donc dans sa définition, il a dit que il a gardé le pouvoir illégalement d'abord. C'est aussi un mafiosi, un Kuluna. Et pour défendre, donc, le pourquoi, donc, de son pouvoir, la façon dont il a refusé de laisser le pouvoir. Nkurunziza a dit quoi? Il avance souvent une idéologie que il est là parce qu'il y a un complot qui est en train de se former quelque part là-bas, qui va venir du Rwanda contre le Burundi. Et j'ai vu des gens accepter cela. Et quand nous nous posons des questions, est-ce que c'est vraiment la vérité quand Pierre Nkurunziza du Burundi dit qu'il a préféré de rester au pouvoir parce que lui, il voit que c'est un commando, il veut contrecarrer les forces du mal qui veulent venir du Rwanda de Kagame pour aussi mettre le Burundi, envahir le Burundi comme on a envahi le Congo. Il n'y a que des idiots qui peuvent accepter cela. Pourquoi? Parce que Pierre Nkurunziza est venu au pouvoir par des accords. Et le plus grand accord, c'est l'accord, ce qu'on appelle les accords d'Arusha. Il a pris le pouvoir selon des accords. Tout le monde était d'accord. Ils ont mis en place un système et ils ont dit que dans l'armée, ça serait le système de 50-50, 50-50. Et à partir de là, la démocratie allait s'introduire. Et selon eux-mêmes, ils ont commencé à voter leur président d'après la période de crise et qui fut Pierre Nkurunziza par le système parlementaire. Et on l'a voté là-bas et on a dit à partir de cela, ce serait maintenant le départ de la paix entre les Tutsis et les Hutus au Burundi. Et la démocratie venait d'entrer, il fallait maintenant travailler dur pour le reste des jours. Tout le monde était d'accord. Pendant les 5 ans qui ont suivi, que Nkurunziza avait fait le premier mandat. Alors, ils ont organisé maintenant des élections. Nkurunziza a gagné encore. Non plus par le système parlementaire, maintenant par le système démocratique des urnes. C'est-à-dire une voix, une vote, une personne, une vote. Bon, une personne, et Nkurunziza a été choisi.
Il est resté là-bas. Ça fait 10 ans. On n'avait jamais entendu ce monsieur-là se plaindre. Jusqu'au jour où, à la fin de son pouvoir, comme tout président africain, comme c'est maintenant le système, et surtout, c'est pire dans l'Afrique des Grands Lacs, en Afrique centrale, Nkurunziza a voulu maintenant mettre en place donc des systèmes, des méthodes qui pouvaient lui permettre de rester au pouvoir. Et vous avez vu vous-même, il a commencé maintenant à secouer les masses avec donc l'histoire, une légende l'a créée, qui attention les Tutsis veulent nous faire ceci, attention au Rwanda, on veut nous envahir. Hein, comme vous savez que la masse ne raisonne pas. Nkurunziza a réussi à introduire ces idées là-bas. Il a créé une sorte de peur. Dans les Burundais, majoritairement, sont les Hutus. Et au même moment, avec la complicité de Kabila, il a créé sa milice, le tristement célèbre Imbonerakure, dont une partie a été entraînée dans le territoire de Fizi au Congo. Et quand le moment est venu de laisser le pouvoir, l'homme n'a pas voulu. Et il a lancé les Imbonerakure qui ont commencé à jouer maintenant le rôle des militaires, c'est-à-dire de l'armée et de la police. Et c'est le moment où vous avez entendu parler des massacres. Ces gens-là ont tué sans pitié les Burundais. Et ce qui est pire, ils ont tué Tutsis et Hutus confondus. Tous ceux qui se mettaient donc en route, donc qui s'érigeaient pour barrer, bloquer leur mouvement, ou bien condamner, critiquer le système de Nkurunziza. Tous ont été tués, Tutsis et Hutus, sans distinction. J'en avais parlé, si vous allez sur YouTube, tapez, donc, conflit au Burundi. Donc, est-ce un conflit politique ou bien ethnique? J'ai fait une vidéo là-bas. Au plus grand, donc, aux premières heures de la crise burundaise, il y a des gens qui m'ont insulté. Mais aujourd'hui, beaucoup me donnent raison. Et le Burundais, là, qui m'a agacé encore, qui m'a posé la question, donc, selon lui, il nie. Il est en train d'insister que Nkurunziza a raison. Quand Nkurunziza a dit qu'il a peur du Rwanda, donc le Rwanda est en train de vouloir fomenter encore donc un coup, une surprise pour venir déstabiliser le Burundi. Rien qu'un idiot peut accepter. Regardons d'abord comment la politique se fait au Burundi. Depuis que Nkurunziza est venu, il collabore avec qui? Nkurunziza collabore avec Kabila. Il est sous embargo. C'est-à-dire, les armes n'entrent plus au Burundi, officiellement, légalement. Mais comment se fait-il que Nkurunziza trouve encore des armes? Ça se fait par la voie de la mafia. Ça vient de la Russie, de la Chine, de beaucoup de pays là-bas. Et le port d'entrée, parfois, c'est en Afrique, ça vient de l'Afrique du Sud. Ça entre par l'Afrique du Sud. Parfois, c'est en Tanzanie. Parce que si vous regardez bien, même Magufuli Pomba, c'est pas Magufuli Pombe, le président tanzanien. Remarquez aussi, depuis qu'il est devenu président, ce monsieur-là est en train de supporter des gens comme des Kabila, des Nkurunziza, qu'il a même présenté récemment. Nkurunziza, c'est un bon pasteur, un homme de Dieu. Nkurunziza est allé réclamer que les réfugiés burundais qui étaient en Tanzanie puissent rentrer au Burundi. Alors remarquez comment les armes entrent au Burundi. Ça vient, mais la plus grande porte d'entrée, c'est par le Congo, l'est du Congo, plus précisément dans le territoire de Fizi. Et ça vient comment? Kabila, Joseph Kabila, s'arrange pour faire entrer ces armes là-bas. Or, si Nkurunziza veut faire croire aux gens que le Rwanda de Kagame représente un danger et qu'au Congo, on a un pouvoir de Joseph Kabila protégé par le même Kagame. C'est-à-dire, mathématiquement parlant, Kagame qui a réussi de déstabiliser le Congo à moitié. Et il est en train d'entrer chaque fois. Si vous voyez l'infiltration, on a vu le problème des vaches. Les Congolais ne font que se plaindre. C'est-à-dire Kagame continue d'entrer au Congo. Alors, s'il réussit son coup à prendre même la moitié ou bien les 3/4 du Congo, c'est-à-dire Kagame sera pleinement maître du Congo. C'est-à-dire du Rwanda et du Congo.
et Nkurunziza, automatiquement le Burundi doit se sentir en insécurité. Et c'est en ce moment-là que Kagame aura plein pouvoir. Il aura la mainmise sur beaucoup de mines des richesses de la République démocratique du Congo. Et avec cela, il va attaquer facilement le Burundi. Donc moi je pense que si Nkurunziza veut faire croire au monde qu'il a peur de Kagame, il devait aider le peuple congolais, non pas pactiser avec le pouvoir de Kinshasa qui est donc sous l'emprise de Kagame, qui est commandé par Kagame, télécommandé par Kagame. Donc collaborer avec Kabila, quand Nkurunziza est en train de le faire, c'est automatiquement collaborer avec un domestique, un valet de Kagame. C'est-à-dire, lui aussi approuve ce qui est en train de se passer au Congo. C'est-à-dire que Kagame n'est pas mauvais. Donc, c'est ce qu'on dit. Il y a un adage qui dit que les amis de nos amis sont nos amis. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Si Kabila est l'ami de Kagame et que toi, Nkurunziza, tu veux faire croire au monde que Kagame est ton ennemi et que tu continues toujours, tu persistes à être ami à Kabila. Donc, ça c'est le mensonge. Et quand vous regardez très bien, beaucoup d'armes entrent au Burundi à partir du Congo. Ça vient de je ne sais où, mais la plus grande porte d'entrée, c'est Uvira, territoire de Fizi. Ça entre au Burundi. Et remarquez au Burundi, il y a maintenant un grand chaos, un grand désordre. La vie au Burundi n'est plus ce qu'elle était il y a 5 ans, 4 ans. Il y a la plus grande misère. Même si les gens, les Nkurunzistes veulent nier, il y a la plus grande misère, tout ça, à cause d'un homme qui n'a pas voulu lâcher le pouvoir. Il est arrivé à la fin, au lieu de laisser le pouvoir, le pays était déjà sur des bons trains, des bons rails. Le Burundi évoluait très bien, j'ai été là-bas. Le Burundi était démocratique, la vie était paisible là-bas. Il y avait cohabitation Tutsi-Hutu, sans problème. Jusqu'à ce que Nkurunziza, par sa soif de pouvoir, n'a pas voulu lâcher prise et il a enfoncé encore le Burundi dans une grande tourmente, tout en sachant que le Burundi sortait d'une autre tourmente. Il n'y a pas beaucoup d'années. Alors vous voyez, c'est ça les leaders africains, des méchants et des égoïstes. Et vous avez vu dire qu'il a peur de Tutsi, il a peur de tout ça. Ça, c'est un mensonge. Parce que ce sont les Hutus qui dirigent le Burundi déjà. Démocratiquement parlant, les Hutus étaient là très bien. Les Hutus avaient pris tous les grands postes dans le gouvernement burundais. Alors, ça n'a aucun sens si quelqu'un peut nous dire aujourd'hui que Nkurunziza avait peur de Tutsi. Non. Et si Nkurunziza devait partir, donc en organisant une élection juste, honnête, démocratique, et c'est sûr, les Hutus étant majoritaires au Burundi, c'est un autre Hutu qui devait donc succéder à Pierre Nkurunziza. Et cela pour d'ailleurs beaucoup d'années. Mais dû à l'égoïste de ce même Nkurunziza-là, il a même traqué, il a même tué les Hutus. Beaucoup de Hutus sont en exil, ceux qui ont eu la chance de rester vivants. Ils sont en exil aujourd'hui. Allez en France, Angleterre, Belgique, beaucoup de pays scandinaves là-bas. Il y a le Burundais Hutu opposant à Nkurunziza qui est aussi un Hutu. Tu traques les Tutsis, on peut comprendre. Tu traques aussi tes frères Hutus et tu veux faire croire au monde que tu as peur des Tutsis. Non, ça c'est l'égoïsme. Tu traites avec Kabila, qui est le complice de Kagame, et tu veux nous faire croire que Kagame, c'est le mal de l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Non, vous êtes au nombre de 3 maintenant. Il y a toi, Joseph Kabila du Congo et Kagame du Rwanda. Et c'est à cause de vous qui a mené la plus grande merde dans la région des Grands Lacs. Il y a eu un monsieur là des droits de l'homme que les gens ont connu, Pierre Claver Mbonimpa, un autre Hutu. C'était monsieur droit de l'homme du Burundi. Si les Burundais, supporters de Nkurunziza, vous voulez faire croire au monde que Nkurunziza, c'est un guerrier, c'est lui qui protège le Burundi. Non, il est venu détruire. Pierre Claver Mbonimpa, le monsieur des droits de l'homme au Burundi, avait donné des documents. Il avait mis à la disposition de beaucoup de gens une documentation complète avec photos à l'appui, même des vidéos.
prouvant comment Nkurunziza avait cette idée de se maintenir au pouvoir juste par égoïsme. Quand il avait commencé à préparer les fameux tueurs, sa milice, au Congo, Pierre Claver Mbonimpa parlait de cela. Nkurunziza niait. Avec beaucoup de gens de CNDD, FDD, il le niait. Nkurunziza a produit des photos des officiers rwandais, des officiers burundais qui avaient traversé au Congo pour former les jeunes avec l'argent des taxes du contribuable des Burundais et des aides qui venaient des pays étrangers. Vous utilisez cet argent au lieu de nourrir la population, d'octroyer une bonne vie aux Burundais, vous utilisez ça donc pour mettre en place une milice et vous voulez faire croire aux gens que vous êtes là pour sauver les Burundais. Mais non, seuls les imbéciles, les idiots, les médiocres peuvent accepter cela. Et aujourd'hui, le Burundi est là, dans la merde, dans la misère. N'importe qui fait la loi au Burundi. Un homme peut envier ta maison. Il peut venir te dire, ok monsieur, je vais prendre ta maison, ta villa. Donc tu dois t'organiser pour laisser cette maison-là aux membres là-bas de CNDD, FDD, donc les Imbonerakure là-bas. Si tu ne laisses pas cette maison, on va te tuer. Et beaucoup de gens sont portés disparus. Ils sont morts comme ça. Le taux d'échange aujourd'hui, quand vous allez à la banque, Western Union au Burundi, l'argent qu'on vous envoie de l'extérieur, demandez aux gens, ce n'est pas la somme que vous allez récupérer là-bas, soit en francs burundais, soit en l'équivalent en dollars. Non. Nkurunziza bouffe là-bas, le système qu'on a mis en place. Tu peux envoyer 100 $ américains à un homme à une famille qui est au Burundi. Les Burundais ne vont jamais recevoir l'équivalent de 100 $ là-bas. On va couper. Ils peuvent même recevoir 70 $. Un système de mafia que Nkurunziza a mis en place. C'est-à-dire qu'il est en train de contrôler tout le monde. L'entrée et la sortie des Burundais. Vous allez manger quoi? Comment est-ce que vous allez vous vêtir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens sont dans une prison à ciel ouvert. Il y a la misère totale. Et quand un Africain supporte un monsieur pareil, vous voulez supporter Pierre Nkurunziza ou vous condamnez Kagame, vous êtes malade. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Paul Kagame, Pierre Nkurunziza et Joseph Kabila. Jacob Zuma venait de partir. Savez-vous que Jacob Zuma, s'il a été dans des pétrins, c'est aussi à cause du Congo démocratique. Jacob Zuma a volé au Congo. Il avait mis un système là-bas, ses affaires, auprès de Kabila. Il pillait, lui, ses amis indiens là-bas, les membres de sa famille, tout ça. Alors, se sentant acculé par le gouvernement sud-africain, il voulait manigancer pour que sa femme, son ex-femme, Kosanzana Dlamini, puisse devenir, donc, en quittant l'Union africaine, puisse rentrer là-bas et devenir Madame la Présidente de l'ANC, le parti qui était cher à Nelson Mandela. Mais les Sud-Africains ne sont pas comme des idiots congolais, des idiots burundais là-bas, et certains idiots rwandais, des moutons. Vous êtes dans ce qu'on appelle le parlement des idiots. Vous ne faites qu'accepter tout ce qu'une seule personne est en train de dire. Non. Les Sud-Africains, connaissant bien leur pays, ils se sont levés d'une manière souple, démocratique. Ils ont bloqué Jacob Zuma par tous les moyens. Il voulait se protéger. En voulant parachuter sa femme là-bas. Il a échoué. Et c'est cela même qui a accéléré son départ. C'est ce que nous voulons en Afrique centrale. Pas le fanatisme. Parce que Kabila te donne des miettes là-bas, tu bouffes, tu oublies que c'est l'argent du peuple congolais. Kabila est venu avec quoi? Avec rien. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Quelqu'un du gouvernement, ce n'est pas son argent. On voit des pauvres aujourd'hui qui sont là, au pouvoir. Remarquez, après quelques temps seulement, ces gens-là deviennent des multimilliardaires. Et vous allez nous demander d'où est venu l'argent. C'est très simple. Ils payent. Donc, j'adresse ce message aux intellectuels de l'Afrique centrale, spécialement de la région des Grands Lacs. J'insiste encore. Tu ne peux pas être fanatique de Nkurunziza et détester Kagame. Tu ne peux pas détester Joseph Kabila et supporter Nkurunziza.
hein, aimer Kabila et détester Nkurunziza ou bien Kagame. Non, ça c'est faux. Ce sont les trois jumeaux. Des gens qui sont là pour foutre la région des Grands Lacs dans la merde. Et si nous voulons évoluer, cessons d'être des fanatiques. Regardons, informons-nous d'abord. Hein, le plus grand mal, c'est que des soi-disant intellectuels ne s'informent et ne se forment pas. Vous gobez tout ce qu'on vous présente là-bas et vous dites que c'est fini, il y a ça. Non, c'est le fanatisme. Vous fuyez, vous dites qu'il y a des autres, les gens qui supportent les dictateurs qui sont au pouvoir en Afrique. Hein, vous supportez Kagame, Museveni, Pierre Nkurunziza, Joseph Kabila, vous êtes en Europe, en Occident quelque part, ou bien au Canada, en Amérique, tout ça, en Australie, tout ça. Vous êtes en train de bien vivre. Pourquoi ça vous vivez bien de l'autre côté? C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'il y ait démocratie, justice, honnêteté, transparence dans leur pays. Et c'est ce qui a conduit donc à la paix et au développement de ces pays-là. Vous êtes en train de supporter les dictateurs chez vous en Afrique et vous voulez nous faire croire, vous êtes maintenant en Europe en train de vous réjouir dans le système d'autrui. Non, jamais de la vie. Et pire encore, des gens qui sont venus en Europe, soit avant, et qui sont en Europe ou bien en Amérique aujourd'hui, qui ont passé beaucoup d'années en Occident, qui ont même du mal à copier même le système des Occidentaux. Tu es en Occident. Si tu as un problème, tu vas demander au bureau. On te reçoit convenablement. On te respecte. Si tu as raison, on te donne ta chose. Tu introduis des dossiers là-bas, on te donne le pourquoi on va refuser. Si tu as raison là-bas, tu passes, on te donne tes papiers, on signe. Pas de corruption, tout ça. Tu es en Europe. On te respecte, mais tu es en train de supporter en Afrique un président comme Kagame, Joseph Kabila, Pierre Nkurunziza, qui sont en train de faire souffrir vos compatriotes. Et tu dis que tu es allé à l'école, tu es universitaire, tu as des doctorats, mais ça c'est la merde. Copiez même le système des autres. Apprenez des autres. Vous êtes en train de féliciter. Non, l'Amérique est bien. Hein? Le système américain, c'est cool là-bas. Là, les choses ne durent pas. En Europe, là, ça ne dure pas. Hein? Pourquoi ça ne dure pas? C'est parce qu'il y a des gens qui ont su se mettre debout, qui ont décidé une fois pour toutes que notre pays ne va plus reculer dans l'histoire de Première, Deuxième Guerre mondiale. L'injustice là-bas, la démocratie est là. Personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est ce qui a fait que vous êtes venus. Quand vous venez là-bas, vous allez en Occident, vous êtes en train de vous réjouir. You have come to enjoy. C'est le travail des autres. Maintenant, à quand votre tour? Quand est-ce que ce bonheur là-bas, cette justice, cette clarté, la transparence sera dans votre pays? Alors vous voyez que c'est bizarre. Et cela me conduit directement au sujet qui a eu lieu récemment. On a parlé des réfugiés qu'on a tués au Rwanda. J'ai essayé de m'informer. Alors j'ai vu qu'il y avait deux informations un peu différentes. Je ne dis pas contradictoires, différentes. Il y a des informations venues de beaucoup de journaux, des sites d'information des Occidentaux. Ils ont dit que la raison pour laquelle il y a eu donc, ce remue-ménage là-bas, donc dans le milieu des réfugiés au Rwanda, c'est que le HCR a coupé leurs rations. Ça a commencé au mois de janvier et ils ont encore repris ça au mois de février. Et au total, on a coupé à peu près 25%. Donc des biens. Qui dit bien des réfugiés, dans un pays de l'Afrique centrale, vous voyez, c'est souvent quoi? Qu'est-ce qu'on donne aux réfugiés? C'est souvent la farine de maïs, du soya, un peu d'huile là-bas, un peu de sucre, un peu de sel et beaucoup de haricots là. Et on leur donne des tentes. Là, ils peuvent dormir. Et dans d'autres pays, il y a des gouvernements qui acceptent que ces réfugiés-là puissent donc
construire au camp, soit des maisons en briques, en matériaux durables, ou bien en briques de terre battue. Ils le font. Et un camp de réfugiés, souvent, dans beaucoup de pays, je ne sais pas s'il y a des exceptions, est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui doit nommer un ou une commissaire des réfugiés du côté du gouvernement qui doit être en charge de contrôler ce qui se passe dans le monde des réfugiés, dans ce camp-là. Donc, le commissaire des réfugiés reste dans une grande ville, si pas dans la capitale, selon la grandeur du pays. Et maintenant, il y a des autorités directes que le gouvernement nomme. Il y a ce qu'on appelle l'administrateur du camp, qui est là, et les policiers. La police est aussi là-bas pour mettre de l'ordre au cas où il y a un problème. Donc les policiers construisent aussi quelque part là-bas, c'est pour surveiller. L'administrateur qui est là, il répond au commissaire des réfugiés, donc dans le cadre du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le côté du gouvernement. Maintenant, comme les réfugiés sont gérés en partie par le gouvernement et en partie par l'ONU, l'ONU envoie donc son organisme connu de tout le monde, qu'on appelle en anglais UNHCR. En français, c'est le HCR. C'est le Haut Commissariat des réfugiés. Eux aussi, ils ont leur représentation dans le pays en question. Soit dans la capitale ou bien dans une plus grande ville pour avoir accès au camp. Et souvent, c'est le Haut Commissaire. Le Haut Commissaire qu'on envoie là-bas. Donc, on appelle le commissaire national du HCR. Le directeur, celui qui contrôle le HCR dans ce pays-là. Comme lui ne doit pas rester au camp, le HCR engage un représentant ou une représentante des réfugiés et du HCR au camp là-bas. Il doit y avoir le bureau du HCR aussi. Donc ce monsieur-là, ou bien la dame là-bas qui doit se mettre dans le bureau avec le drapeau du HCR, avec le symbole de protection, doit rester près des réfugiés pour contrôler le mouvement chaque jour. Il peut quitter le camp, aller dormir à quelques mètres et revenir donc le lendemain, mais il doit être toujours près des réfugiés. Et en dehors du gouvernement et du HCR, il y a d'autres ONG qui viennent aider le HCR donc, à mettre en place des programmes tels que la Croix-Rouge, parfois c'est Médecins sans frontières, et tout un tas de ONG que vous connaissez. C'est-à-dire, pour pourvoir de l'eau, envoyer des tentes, des médicaments, parce que les réfugiés tomberont malades un jour, ils auront besoin de médicaments. Il y a même des ONG qui viennent là-bas avec un programme scolaire, construire même une école primaire. Parce que les réfugiés, quand ils vont quelque part là-bas, demander asile, on ne sait pas quand est-ce que le trouble, la guerre va terminer dans leur pays d'où ils sont venus. Alors on met en place tout ce système-là. Donc les enfants doivent étudier. Souvent c'est l'école gardienne primaire qui est là. Mais si la guerre dure, il y a des réfugiés qui, mine de rien, vont se retrouver dans un pays étranger, là-bas, dans un camp, pendant 10 ans, 15 ans. Alors, si on voit que la situation ne va pas s'améliorer rapidement, donc, le gouvernement du pays, le HCR et d'autres ONG vont se mettre ensemble parce qu'ils sont bien informés. Alors, en ce cas-là, ils vont décider même de mettre une école secondaire pour les réfugiés, dans les frais des donateurs. Et si les réfugiés étudient, puisque dans 15 ans de guerre, donc un homme qui était entré au camp à 7 ans aura 22 ans, c'est l'âge d'entrer à l'université. En ce cas-là, il y a toujours dans le programme du HCR des bourses d'études qu'on donne aux réfugiés. Et les réfugiés qui ont l'âge d'aller dans des collèges, c'est-à-dire qu'on appelle des instituts supérieurs en français ou bien des universités, doivent être supportés par le HCR, ils doivent aller étudier en dehors du camp maintenant avec une note, une autorisation du gouvernement là-bas, c'est-à-dire c'est le rôle maintenant de l'administrateur du le ministère de l'Intérieur.
pour autoriser ces réfugiés-là. C'est-à-dire, ils quittent le camp, ils vont étudier. Quand il y a vacances de 2 semaines, 2 mois, ils reviennent au camp. Ce qu'on appelle les réfugiés ruraux qui restent au camp. Dans d'autres pays, il y a des gouvernements qui acceptent qu'il y ait des réfugiés urbains. C'est-à-dire, eux ne se rendent pas au camp. Ils entrent dans ce pays là-bas en tant que demandeurs d'asile, on leur donne tous les papiers, ils préfèrent rester dans une ville. C'est-à-dire, quand vous venez au Congo, parfois, on dit, je reste à Lubumbashi, à Kinshasa, vous êtes réfugié, mais vous faites enregistrer au HCR et au bureau du gouvernement, ministère de l'Intérieur, toujours en ville, vous suivez votre cas, tout ça, et vous demeurez en ville. Ça se fait aussi. Et vos enfants doivent étudier dans des écoles du pays, là où vous avez demandé l'asile. Mais, il y a encore un cas. Fuir, quand il y a trouble, par exemple la guerre, vous quittez votre pays, et bon, vous ne quittez pas votre pays. C'est-à-dire, vous quittez un endroit du pays pour aller à un autre endroit. Quand il y a trouble, c'est comme au Congo, il y a des gens qu'on est en train de tuer par le système de Kabila, dans la crise de Kamina Nsapo. À supposer que quelqu'un quitte Kananga, au lieu de quitter le Congo pour aller en Angola, il quitte Kananga pour aller dans un coin là du Congo. S'ils vont en masse, comme c'est le cas au Congo. Ce ne sont pas des réfugiés. Ceux-là, on les appelle les déplacés de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans le périmètre donc, de leur pays, périmètre national. Quand vous traversez maintenant la frontière entre votre pays et un autre pays, vous ne devenez pas réfugié automatiquement. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous devenez demandeur d'asile. Ce qu'on appelle asylum seeker en anglais. Donc vous allez maintenant chercher asile. Vous allez traverser par-ci, par-là. Parfois on vous arrête. Parce que quand il y a la guerre, on n'a pas le temps de prendre les papiers, les diplômes, tout ça. Vous entrez comme ça sans papier dans un pays d'autrui. Et il y a un système qu'on a mis en place. Quand on vous voit, on vous arrête, vous expliquez là-bas, on vous prend pour vous amener parfois dans des centres de transit. Là où les gens qui viennent dans ce pays-là, de votre manière, doivent arriver. Ce centre de transit, à partir du centre de transit, on ira maintenant vous amener à destination. La destination finale, c'est-à-dire là où les réfugiés restent. C'est-à-dire le camp des réfugiés. On vous envoie là-bas. Dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, qui est un pays tellement industrialisé d'Afrique, il n'y a pas de camp de réfugiés. Quand tu entres en Afrique du Sud comme ça, si tu as la chance, on te met dans un centre de transit. Et après cela, on regarde tes papiers, si on t'accepte, mais tu dois chercher maintenant là où rester toi-même. L'Afrique reste toujours l'Afrique. Donc maintenant, il faut appeler des amis, chercher des églises, des mosquées si tu es musulman. On te prend là-bas, on te loge, on te donne des délais. Tu restes avec eux pendant un temps, ils te trouvent du travail, tu commences à être libre, ils te disent « Omiyeba ». Tu restes dans ce pays là-bas et la vie continue. Mais mon problème ici, pourquoi? Mon problème va en tout cas s'intéresser aux réfugiés, non pas urbains. Je vais peser sur le cas des réfugiés donc ruraux. Parce que les réfugiés qu'on a tués au Rwanda n'étaient pas en ville. Ils étaient dans un camp de réfugiés. Ils sont entrés là-bas, comme je l'ai dit. Dans d'autres pays, quand vous entrez, comme je ne l'ai pas dans d'autres pays, dans tous les pays, vous êtes d'abord demandeur d'asile. Il faut maintenant s'asseoir avec le HCR dans ce pays-là, donc les représentants du HCR et les représentants du gouvernement là, qui viennent du ministère de l'Intérieur, Home Affairs. Vous mettez là-bas, ils ont des équipes, des gens bien organisés pour vous interviewer, vous entendre. Parce qu'on ne reçoit pas n'importe qui en désordre. Ils vont vous entendre sur base de vos arguments, ils vont soit vous accepter ou bien vous rejeter. S'ils vous rejettent, c'est selon la loi de ce pays-là, en connexion avec la loi du HCR. On peut vous donner un nombre de jours pour que vous puissiez quitter diligemment le territoire de ce pays-là. Parfois, on peut vous donner 3 mois. On vous refuse, on ne peut pas vous dire tout de suite, rentrez au Congo. Parce qu'au Rwanda, on vous a refusé. Non. Le HCR va siéger là-bas, le HCR va étudier votre dossier, le gouvernement rwandais, on vous dit, OK, on vous refuse votre débat, votre argument ne tient pas debout, tu es un menteur. Toi, tu n'es pas réfugié. Tu as fait autre chose. On te donne un certain nombre de jours pour quitter le territoire.
Si tu as la chance, on peut même t'aider par le HCR en mettant à ta disposition un bus, même un avion, retour au pays. C'est ce qu'on appelle, quand on te retourne d'où tu es venu, c'est ce qu'on appelle rapatriement. On te rapatrie. Si on voit que tu ne seras pas en danger. Mais si on t'accepte, après interview, on voit véritablement que ce que tu as dit a un fondement solide. Tu as peur de rentrer, puisque l'argument final, c'est qu'il faut prouver au HCR, aux agents du HCR et du gouvernement, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, que ce que tu dis, c'est la vérité pendant ce temps-là, et que tu as peur de retourner d'où tu es venu, le pays là où tu as fui la guerre. Pourquoi? Parce que ta vie ne serait pas épargnée. Tu seras en danger, si pas toi-même, toi avec ta famille, si tu es accompagné de la famille. Si tu réussis cet examen là-bas, on te donne maintenant un document officiel, signé par le gouvernement de ce pays-là et approuvé par le HCR. À partir de ce document officiel-là, tu cesses d'être un demandeur d'asile. Parce qu'on t'accepte, tu as maintenant l'asile. Tu deviens ce qu'on appelle réfugié maintenant. Vous voyez l'étape. Ce n'est pas n'importe qui traverse la frontière, tu es en brousse là-bas, on ne te connaît même pas, tu t'autoproclames réfugié. Non, il faut passer par cette étape-là. Quand on t'accepte, on te donne des documents. Il faut qu'on te donne des documents. Tu deviens réfugié. S'il n'y a pas de documents, mon cher, ne t'appelle pas réfugié, tu passes ton temps. Tu es encore demandeur d'asile. L'octroi des documents vous donne maintenant droit à beaucoup de services. Si tu es malade, il y a des dispensaires là où on peut t'aller, on peut t'amener des cliniques. Si tu es gravement malade, on peut t'acheminer dans des grands hôpitaux dans ce pays-là. Gravement encore, on peut même prendre un avion. On t'amène dans un hôpital d'un autre pays, comme en Afrique du Sud. On te soigne là-bas. Si tu es réfugié au Congo, tu guéris, on te retourne encore au Congo. En tant que réfugié, par exemple, burundais, résident au Congo, c'est ce qu'on fait. S'il n'y a pas de documents, tu as un blocage pour avoir accès à beaucoup de choses. Tu ne peux même pas avoir la nourriture si tu n'as pas de documents. On ne te compte pas. Quand on te donne ce document là-bas, tu deviens réfugié. Tu as droit à la nourriture. Tu as droit au toit, ce qu'on appelle shelter en anglais. Vous comprenez, c'est ça. Alors c'est vraiment difficile de savoir si ces gens-là, que Kagame a malmenés au Rwanda, étaient des demandeurs d'asile seulement qui ont passé tout un temps là-bas dans un état qu'on appelle limbo. Un état là-bas, donc indéfini. Ils ne savent pas leur sort. C'est parce que si vous restez sur une terre là-bas, là où il n'y a pas de documents, vous êtes toujours un demandeur d'asile éternel. Le gouvernement de ce pays-là peut faire de vous ce qu'il veut. On peut même se réveiller un certain matin, on dit, on vous chasse. Vous n'avez pas d'argument juridique pour aller même dans une cour, un tribunal, pour donc vous mettre là-bas et commencer à chercher un avocat, commencer à débattre avec le gouvernement du pays et le HCR. Non, vous n'avez pas de documents. Il y a des pays qui le font sciemment. Quand vous entrez là-bas, ils font semblant. Ils vous acceptent. Ils vous envoient là-bas dans un centre de transit, même dans un camp, sans documents. On vous donne seulement la nourriture là-bas. Vous mangez, vous n'avez pas de documents. En cas de problème, on ne vous compte pas. On peut même vous chasser. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de pays d'Afrique. Beaucoup de gouvernements s'arrangent à laisser les réfugiés dans un état d'incertitude, sans interview, sans document. Mais ils font des listes trop larges qu'ils envoient à Genève, et Genève, à partir de ces listes-là, envoie aux organismes et aux individus qui sont des donateurs. Parce que d'où vient l'argent que les réfugiés bouffent? Ça vient soit des États qui contribuent, des grandes organisations, bien grands organismes qui contribuent, ou bien des individus, comme Bill Gates, il est riche. Il peut te dire, ok, il y a des réfugiés congolais qui sont en train de souffrir au Rwanda. La situation est tellement grave, moi, Bill Gates, je leur donne 300 millions de dollars américains. On met dans le compte du HCR, c'est pour vous. On va vous acheter des choses là-bas, mettre des programmes en place, construire des maisons, vous donner l'eau potable, des forêts, des puits là-bas, tout ça. Alors, certains gouvernements ne vous enregistrent pas, mais ils ont le culot de demander de l'aide. Quand l'aide arrive, ils détournent ça. Et c'est ça le problème
qui a eu lieu, si vous êtes bien informé, en Ouganda. Museveni et Kagame sont les mêmes gens. En Ouganda, beaucoup de gens entrent. L'Ouganda héberge beaucoup de gens qui sont venus du Congo, du Burundi, même du Rwanda en tant que réfugiés. Mais quand vous faites l'enquête, la plus grande majorité de ces gens-là n'ont pas de documents attestant que ce sont des réfugiés. Ils n'ont jamais été soumis à une interview pour définir leur statut. Parce que le document là-bas qu'on te donne, c'est ça même le statut. Ça te donne droit de te plaindre, de traîner même le gouvernement de ce pays où tu restes en justice. Que je suis réfugié, accepté, j'ai mon statut. Le gouvernement ne m'a pas bien traité, moi je te porte, toi Kagame, plainte. Museveni, je te porte plainte. Le gouvernement rwandais, ougandais, bien congolais, je vous porte plainte. Mais si vous n'avez pas de document là-bas, vous êtes d'abord illégal. On peut faire de vous n'importe quoi. Et comprenez pourquoi j'ai dit en Ouganda, Museveni a hébergé beaucoup de réfugiés venant spécialement du Congo, du Burundi et du Rwanda sans documents valables. Et en complicité avec les gens du HCR, ils ont demandé de l'argent. Les donateurs, c'est-à-dire soit des individus, comme je l'ai dit, des organisations, ou bien des gouvernements ont eu pitié. Ils ont envoyé beaucoup de dons, en argent et en nature. C'est parti où les Ougandais ont pris cet argent là-bas, ils ont bouffé. C'est pour ça que vous voyez parfois les gens qui travaillent dans l'ONU, le HCR, se construisent des maisons fantastiques, des villas. Ils ont beaucoup d'argent, des voitures là-bas. Tout ça. La majorité, surtout en Afrique, sont des mafiosi, des voleurs. Ils n'aiment pas les réfugiés, mais ils ne veulent pas les chasser pour qu'ils rentrent. Ils veulent les maintenir là-bas dans un état sans identité, un état de demandeurs d'asile éternel pour qu'ils puissent bouffer les dons sur la tête des réfugiés, s'enrichir. Vous voyez comment c'est un peu bizarre ce système. C'est ce qui arrive dans beaucoup de pays, notamment si vous suivez en Ouganda. On a démis de leurs fonctions beaucoup de gens dans le gouvernement ougandais, c'est-à-dire où? Dans le ministère de l'Intérieur. Et on est en train de faire pression contre le HCR Ouganda pour s'expliquer. Tout celui qu'on a trouvé ou bien qu'on va trouver sera aussi chassé. Ce n'est pas seulement au Ouganda, c'est arrivé dans beaucoup de pays, tels que le Kenya. Le Kenya, c'est aussi un pays des mafiosi. Plusieurs fois, on a vu ce genre de problème au Kenya. C'est-à-dire, au Kenya, c'était, quand vous suivez dans les années 90, c'était le HCR et même le gouvernement kenyan qui étaient complices, qui bouffaient cet argent. Le HCR Genève était obligé de fermer la représentation du HCR à Nairobi. Fermer complètement, on dégage tout le monde. Et quand on dégage les gens comme ça, il faut qu'on cherche maintenant là où on doit caser, on doit mettre les réfugiés qui restent là. Votre papa, le gouvernement, ne reçoit plus de soutien. Votre maman, le HCR, est mise dehors. Mais cela ne veut pas dire que vous devez quitter automatiquement. Si vous avez des documents, maintenant le HCR va vous chercher une solution. Parmi les solutions qu'on appelle solutions durables. C'est-à-dire chercher à vous mettre dans un état là où vous n'allez pas avoir de soucis. C'est de cela que vient ce qu'on appelle le déplacement des réfugiés d'un pays pauvre vers un pays riche, industrialisé. Et ce mouvement-là s'appelle en anglais resettlement, qu'on appelle en français réinstallation. Ça arrive. Alors, en ce qui concerne ce qui est arrivé au Rwanda, je ne connais pas le statut vraiment de ces réfugiés-là qui ont fait face à Kagame. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là, tous, étaient dans l'illégalité et tous n'avaient pas droit à un bon traitement. Si je dis ça, soit je me contredis ou bien je mens. Mettons ces gens-là dans un état de légalité. Pourquoi? Parce qu'accepter des gens qui sont des demandeurs d'asile sur un territoire sans leur trouver une solution, toi, gouvernement et HCR, pendant des années, c'est comme accepter tacitement que ces gens-là sont devenus réfugiés d'office.
Même si vous ne leur donnez pas de documents, vous avez accepté tacitement qu'ils sont devenus réfugiés. Donc, comme je le disais, les réfugiés congolais au Rwanda, leur problème c'était quoi? On a coupé la nourriture de 25% au mois de janvier et on l'a encore fait au mois de février. Ils se sont révoltés. C'est une information. Une autre information, c'est que ces réfugiés là-bas sont allés bousculer le gouvernement rwandais, les représentants du gouvernement rwandais au camp, c'est-à-dire la police et l'administrateur du camp. Même le HCR, c'est-à-dire disant quoi, ils veulent rentrer au Congo. Et c'est quand il y a eu des combats. Échanges, je ne sais pas, des coups, tout ça. Il y a même une information qui dit que certains réfugiés ont même kidnappé des policiers rwandais. Ils sont pris en otage pendant 1 ou 2 jours quelque part pour les relâcher après. C'est ce qui a créé un peu cette façon-là de faire les choses avec trop de muscles du côté de la police rwandaise. Je ne fais que dire ce que j'ai lu et ce que j'ai suivi dans le monde entier. Ce ne sont que des versions. Chacun a sa version, mais je vous étale toutes les versions. C'est ce qu'on a dit. Alors, moi, je me pose la question. Ces réfugiés-là, sont-ils congolais, ne le sont-ils pas? Il y a maintenant une phrase qui est venue à la fin de tout. Oh, d'ailleurs, ces réfugiés-là, ce sont les Tutsis congolais. J'ai dit, ah bon? Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Des Tutsis congolais. Est-ce qu'au Congo, on a des Tutsis congolais? Bon, il y a des gens qui vont dire, non, il n'existe pas, blablabla, et les autres vont dire, yes, oui, les Tutsis congolais existent. Mais sinon, dans notre histoire, dans l'almanach de l'histoire du Congo démocratique, il n'y a jamais eu quelque part où c'est mentionné qu'il y a des Tutsis congolais. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des Rwandais et des Burundais, Tutsis et Hutus mélangés, qui avaient quitté leur pays dans les années 50, bien les années 60, amenés par les Belges, par avion, qui sont venus injecter au Congo, surtout dans des villes minières, telles que Kipushi, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, où ces gens-là devaient travailler dans la plus grande société du Congo, qui était la Gécomine, en ce temps-là, qui est devenue la Gécamine après. Parce que c'était la générale congolaise des mines, au temps des Belges, et Mobutu est venu, il a changé ça en Gécamine, la générale des carrières et des mines. Les Rwandais et les Burundais, tous ces Hutus mélangés, ont commencé à travailler au Congo. Et mon père, moi qui vous parle, fut parmi les gens qui ont travaillé à la Gécamine, en tant que Congolais, pas Rwandais ni Burundais. Automatiquement, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai eu la chance de côtoyer des Rwandais et des Burundais. Je suis allé, j'avais 5 ans et demi, si ma mémoire ne me trahit pas. En face de chez nous, il y avait une famille rwando-burundaise qui était venue fraîchement du Burundi. Quand j'avais 5 ans et demi, c'est-à-dire quelques mois avant qu'on m'amène à l'école primaire, en première primaire. C'était la famille Sembile. Il y avait une femme là-bas, je me souviens aujourd'hui, je ris même. Une femme, elle était très jolie. Je la regardais sur le ah, qui maman qui a bien. J'étais là, papa, en train de la regarder. Et dit, elle s'est fait amie à ma maman. Et cette femme-là me disait, parce que maman c'est Jackie. Jackie, regarde ton enfant me regarde comme ça. Elle parlait à un soleil là-bas bizarre. Ah, c'est aujourd'hui, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était une femme Tutsi. Elle était très jolie, cette maman-là. Son mari, c'était Jean Sembile. C'était un Hutu. J'ai compris, la femme était rwandaise, l'homme rwandaise Tutsi et l'homme était burundais Hutu. Je ne sais pas comment ils se sont mariés pendant leur trouble-là qui avait eu lieu au Rwanda, Burundi, parce que ce sont comme des pays jumeaux. Hein. Quand ça se lève ici, automatiquement, ça passe de l'autre côté. Donc, dans les années 59, 63, 71, les Rwandais, les Burundais se sont battus. Selon ceux qui sont au pouvoir, ils ont malmené l'autre ethnie.
C'est dans ce temps-là que ces gens-là étaient venus au Congo. Je me souviens comme si c'était hier. On est allé à l'école avec beaucoup de Burundais. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de Burundais, beaucoup de Rwandais. Je ne savais pas qui est tous et qui est autre, franchement parlant. Chaque fois qu'ils grandissaient, ils allaient en vacances, soit au Burundi ou bien au Rwanda, et ils revenaient. Leur papa qui avait la chance de ne pas mourir et être enterré au Congo, leurs parents, quand ils grandissaient, ils vieillissaient, il y a d'autres qui retournaient, soit au Rwanda, soit au Burundi, en laissant leurs enfants avec nous. On a grandi ensemble. J'ai connu des Sembile, j'ai connu des Rutagarama, hein, j'ai connu, il y avait certains Olivier, avec leur nom là-bas un peu compliqué là, à prononcer, Mouniampirwa, tout ça. J'ai grandi avec des gens là. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est l'origine de ces gens-là. Pendant tout ce temps-là, on n'a jamais parlé dans l'histoire du Congo qu'il y a des Tutsis congolais. Non. Ça n'a jamais existé. Le Belge, quand il est venu, après avoir découpé les pays d'Afrique, on nous a donné ce que nous connaissons aujourd'hui comme la République démocratique du Congo, le territoire là, selon les ethnies du Congo, la liste des ethnies. Il n'y a jamais eu de Tutsis congolais. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle les Banyamulenge aujourd'hui. Non. Ce sont des noms récemment créés par les Américains pour donc continuer à faire leur caféage au Congo. C'est ce que je veux vous dire. L'origine de ces gens-là. Les autres peuvent me dire, non, ils étaient venus il y a 4 siècles. Oui, mais nous ne les avions jamais vus. Hein. Pendant 4 siècles, là, on n'a jamais vu ces gens-là. Ce qui est prouvable, c'est que ces gens-là sont venus récemment, amenés par les Belges, avant l'indépendance, pendant, même après l'indépendance du Congo, pour travailler au Congo démocratique. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On était avec eux, cherchaient dans l'histoire du Congo. Mobutu est devenu président, il a duré 32 ans de dictature, il était mauvais, oui, mais Mobutu n'a jamais fait souffrir ces gens-là, comme on prétend, comme on aime le dire aujourd'hui. Mobutu n'a jamais... Et pourtant, Mobutu leur a donné des postes clés qu'il a privés aux Congolais. Et si aujourd'hui il y a trouble au Congo, on peut vous prouver. Le chargé de la sécurité de Mobutu, Bisengimana, vrai Rwandais, tous. Mobutu a donné beaucoup de postes aux Rwandais et aux Burundais là-bas. Et personne ne se plaignait en ce temps-là. Même nous les Congolais, on voyait que bon, ce sont nos gens, hein, on est restés ensemble, on n'y voyait rien. On ne savait pas ce que ces gens-là étaient en train de cuire. Comme disent les Anglais, all those guys are cooking underneath. On ne savait pas. Jusqu'au jour où Kagame a voulu conquérir le Rwanda. Et nous, les Congolais, sans mentir, on était toujours Kidiba. Parce qu'on a grandi dans un système là, on croyait qu'on n'a pas de problème avec les gens et on ne pensait même pas que quelqu'un peut venir nous jouer des tours, nous surprendre. Parce que nous, on n'a jamais fait du mal aux gens. On croyait que beaucoup de gens aussi ont cette pensée-là envers nous les Congolais. Mais on s'est trompé. Quand Kagame a vu que son FPR devenait de plus en plus fort dans leur maquis là-bas de l'Ouganda, avec l'armement donc on leur a fourni par les Américains, Kagame était prêt, avec Museveni, d'attaquer maintenant le gouvernement Hutu au Rwanda, de Juvenal Habyarimana. On ne savait pas, mais au Congo, il y avait des Rwandais qui étaient venus là-bas, s'installer au Congo, qui restaient avec nous. Vous vous rendez compte? Ils ne se sentaient pas tout à fait congolais. Parce que s'ils se sentaient congolais, ils allaient refuser le marché qu'on leur a proposé par Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame avait demandé au moins qu'un enfant mâle qui a un certain âge là-bas de comprendre les choses puisse quitter secrètement partout où il est, même le Congo, pour aller rejoindre le maquis de Kagame, c'est-à-dire des Tutsis, afin de renverser le gouvernement Hutu du Rwanda. Les Congolais qui étaient venus au temps des Belges, leurs enfants là, c'est l'idéologie dans chaque famille, ils ont donné des enfants. Beaucoup d'entre eux. Leurs enfants sont partis rejoindre le maquis de Kagame
Et ils ont renversé Abiyarimana en le tuant. Ce qui a été même le début du génocide, le plus grand génocide du monde jamais fait. Commencé par Kagame, mais comme c'était déjà un plan avec les grands de ce monde, notamment les États-Unis d'Amérique, on a voulu couvrir Kagame, on continue à le couvrir pour ne faire que coller le tort sur le dos des Rwandais Hutus. C'est pourquoi nous devons le dire, nous devons parler de ces histoires-là, chers frères et sœurs, sans avoir peur. Parce que si nous ne disons rien, après quelques années, l'histoire continuera à être falsifiée. Ces gens-là, les jeunes Rwandais qui étaient venus au Congo là, comprenez par là les Tutsis, ils ont rejoint l'armée de Kagame secrètement pour se battre. Ceux qui se sont dit là-bas, comme deal, les Congolais, nous n'étions pour rien, on ne le savait pas. Parce que c'était leur secret. Ils ont renversé le gouvernement d'Abiyarimana, comme je l'ai dit, ils ont fini. Et maintenant, après quelques années, c'était en 94, après 4 ans, ils étaient avec Kabila, blablabla. 94, c'était au Rwanda. 97, Mobutu est parti. 98, l'amitié entre Kabila et Kagame Museveni s'est détériorée. On a vu maintenant des Rwandais, Tutsis. Parce que Kagame, lui, c'est un Tutsi qui ne deal qu'avec les Tutsis. Ils sont venus maintenant agresser le Congo. Vous avez entendu parler des massacres de Makobo, là. Ils ont raclé des villages des Congolais. Non pas seulement des Congolais eux-mêmes, puisqu'en entrant, il y avait trop de camps de réfugiés rwandais Tutsis. Plus ou moins 1 500 000 réfugiés rwandais avaient trouvé refuge au Congo. En entrant comme ça, Kagame les a surpris. Il a massacré. Et le même ONU, avec beaucoup d'institutions occidentales, tous sont d'accord que Kagame a tué plus ou moins 750 000 réfugiés rwandais Hutus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. N'est-ce pas une autre forme de génocide? Parce que quand on a tué 800 000 au Rwanda, on tue 750 000 au Congo. Vous voyez, c'est un autre génocide. On en parlera. Bien qu'on est en train de couvrir Kagame. On a agressé le Congo. Vous avez vu vous-même. On a tué le Congolais sans pitié. Malheureusement pour eux, le Congo est tellement grand. Malgré les complots, tout ce qu'ils ont essayé, affaiblir l'armée congolaise, surprendre des trahisons. On a trahi beaucoup l'armée congolaise. Pourquoi? Parce que les Congolais n'étaient pas préparés. Ils croyaient qu'ils avaient en face d'eux un ennemi qui est de moindre. Il fallait que Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec ces gens, qui n'était pas venu avec ces gens-là. Si je dis ça, je me contredis. Parce que c'est eux qui ont fait entrer Laurent Désiré Kabila au Congo. Laurent Désiré Kabila n'a jamais amené les Rwandais au Congo. Ça, c'est faux. Il n'avait aucun pouvoir, pas d'argent, pas d'armée, rien. Il était seul comme ça. C'est eux qui l'ont pris pour le faire entrer au Congo. Ce sont les Rwandais qui nous ont amené Kabila et les Ougandais. C'est ça le vrai langage. Quand vous raisonnez de la façon dont je viens de me d'énumérer, vous comprendrez le problème qui est en train de se passer au Congo. Ils ont attaqué maintenant le Congo en 1998. Il y a eu des massacres partout. C'est en ce moment-là que nous, Congolais, on a commencé maintenant à se réveiller avec un grand retard. Même si Kabila, qui était votre ami, est devenu votre ennemi. Mais il ne fallait pas tuer les Congolais de la sorte. Et ils croyaient que leur complot allait rester secret indéfiniment. Non. Et on a su ce qui était derrière leur histoire. C'est-à-dire, ils voulaient déstabiliser toute la région des Grands Lacs. Non pas par le plaisir de le faire, parce qu'on ne peut pas déstabiliser une terre qui ne va pas rapporter. Non. Déstabiliser, je veux dire, la région des Grands Lacs, c'est-à-dire quoi? Déstabiliser le Congo. Parce que c'est là où il y a les richesses. Puisque l'argent, c'est ce qu'on appelle les nerfs de la guerre. Tu ne peux pas faire la guerre continuellement comme ça, sans argent. Non. Et ils avaient ce but-là dans leur tête. Donc, utiliser le Rwanda comme piédestal, seuil d'entrée dans la grande région des Grands Lacs qui est le Congo. Ils l'ont réussi. Ils ont
commençaient à tuer les Congolais. Et les Congolais, nous avons su maintenant par après que le plan de ces gens, c'est de venir au Congo, nous prendre en otage, en esclavage, avec l'aide des autres nations, telles que l'Ouganda de Kagame, et faire ce qu'ils ont fait. On a compris avec un grand retard. Et on a compris que c'est pour cela que dans chaque famille, des Congolais qui étaient des Rwandais, qui étaient venus au Congo, à un moment donné, il y avait des jeunes gens, tous qui avaient disparu mystérieusement comme ça. Puisque tous n'étaient pas morts pendant le temps qu'ils sont allés servir Kagame. Les gens qui sont au Kivu peuvent le jurer et témoigner. Ils sont entrés encore au Congo en 98 pour attaquer le Congo et ils étaient là vivants. On dit, John, vous voyez, disparu. Quelques années avant, rentrant au Congo maintenant, sous la bannière là-bas de Kagame, AFDL. Wow, ça c'est bizarre. Un Rwandais. Et l'AFDL c'est quoi? C'est Kabila seul là-bas. Avec, je ne sais pas, 2 ou 3 Congolais autour de lui. Avec l'armée, en majorité rwandaise, Tutsi. Et quelques hommes ougandais là-bas, attaquant le territoire congolais, chassant Mobutu, avec l'intention de s'approprier, de gérer le Congo. Donc, de gérer les richesses du Congo. Et même, selon leurs accords obscurs, donc de prendre un territoire du Congo. Et quand j'ai dit, ce qu'ils se sont dit avec Kagame, ces jeunes Rwandais tous qui ont vécu au Congo avec leurs parents, qui ont grandi au Congo, quand ils ont quitté mystérieusement pour aller rejoindre le FPR dans le maquis, ce qui s'était dit avec Kagame, nous, on n'était pas là. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on le sait, que Kagame leur avait promis que, une fois qu'ils gagnent la guerre contre les Hutus du Rwanda, ils peuvent soit rester au Rwanda, ceux qui veulent, là-bas, et les autres peuvent rentrer au Congo, maintenant dominer, régner au Congo. Donc mettre, nous les Congolais, la majorité les Bantous, sous leurs pieds. Bantou Tawale. C'était ça. Nous, on ne savait rien. Comme on a toujours dit, Congolais, aveugle là, qui dit, on ne savait pas le complot qui était là. Parce qu'on ne pensait jamais que des gens qu'on a laissés entrer chez nous, qui ont mangé, qui ont bu avec nous, qui sont restés avec nous depuis leur enfance, dont leurs parents, tous Rwandais, pouvaient garder cette idéologie là-bas. Donc, prenant soin de leurs enfants au Congo, que vous devez aller combattre. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont jamais accepté qu'ils sont Congolais. Ils n'ont jamais su s'intégrer. Mais si tu es Congolais, tu viens aux États-Unis d'Amérique, on te met au monde, tes parents viennent aux États-Unis d'Amérique, on te met au monde en Amérique. Mais en grandissant, 11 ans, 15 ans, tu es Américain tout fait. Mais ces gens-là, dans leur tête dure, c'est-à-dire, Rwandais change à côté. Un Rwandais tout ne change jamais. C'est pourquoi ils ont beaucoup de difficultés à s'intégrer partout où ils sont. Partout où ils vont. Moi, je vous l'ai dit. Ça va blesser certaines personnes. Sorry, c'est ça la réalité. On ne s'intéressait pas à vous. Si nous commençons à le dire aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait trop de mal au Congo, on commence à s'intéresser à votre dossier. Intégrez-vous. Vous avez manqué la chance de vous intégrer. Parce que dans l'histoire du Congo, on dit même que Mobutu vous avait donné une nationalité en masse. Vrai ou faux, on ne vous a jamais inquiété au Congo. À supposer que Mobutu vous avait donné une nationalité en masse, avec ce que vous avez fait au Congo. Quand vous quittez le Congo secrètement pour aller donner main forte à Kagame qui est le diable, après avoir tué et faire tuer les gens au Rwanda, il est venu tuer encore vos frères, des frères rwandais Hutus au Congo, et tuer encore, aujourd'hui c'est plus ou moins 10 millions de Congolais. Vous avez aidé ce monstre-là. Et vous croyez que les Congolais doivent vous définir comment? Vous n'avez jamais
su vous intégrer au Congo. Ça dit bien que votre corps était au Congo. Votre âme, votre esprit, vos idées sont restées au Rwanda. Vous êtes toujours des Rwandais. Ce n'est pas nous qui vous refusons. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est votre comportement. À supposer que nous, les Congolais, vous pouvez dire, oh, il y a des gens qui sont là pour discuter. À supposer nous, les Congolais, nous allons chez vous au Rwanda, vous nous accueillez très bien. Nous mettons nos enfants au monde au Rwanda. Après 20 ans, 30 ans, un président congolais vient, secrètement, il nous fait quitter le Rwanda. Nous venons, nous prenons les armes pour faire un plan et nous commençons à attaquer le Rwanda. Vous allez nous accepter que nous sommes des Rwandais, même si nous parlons le Kinyarwanda rapidement là-bas. Vous n'allez pas nous accepter, tel que nous nous connaissons. Mais comment voulez-vous que nous puissions vous accepter? C'est-à-dire on a logé des lions. Parce qu'on dit l'enfant du lion, c'est toujours un lion. L'enfant d'un serpent, c'est toujours un serpent. Nous avons logé des serpents au Congo, des lions sans le savoir. Et aujourd'hui, nous le savons. Nous sommes désolés. Nous sommes un pays terriblement hospitalier. C'est notre hospitalité à outrance, sans limite, hospitalité sans frontières, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de venir nous remercier, parce que nous vous avons bien gardé au Congo, beaucoup d'entre vous rigolent. Bah, Congolais, biwele, wele. Hein? Vous avez oublié que vous aurez toujours besoin du Congo. Mon père me disait, c'est vraiment bête de prendre la nourriture qu'on te donne sur une assiette. Tu bouffes, rassasié, tu te lèves là et tu chies sur l'assiette, tout en oubliant que demain, tu auras encore besoin de cette assiette-là. Qu'est-ce que je vais dire par ici pour ne pas prendre trop de temps? Les réfugiés qui étaient au Rwanda, si vous regardez très bien, ce sont ce genre de gens qu'on appelle réfugiés Tutsis congolais. Jamais de la vie. C'est des gens que Kagame a ramassés au Congo, des Rwandais qui n'ont pas voulu s'intégrer au Congo, qui ont accepté de rejoindre Kagame, eux et leurs familles, croyant que Kagame allait leur donner quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils allaient s'intégrer, parce que ce sont des Rwandais, ils devaient rester au Rwanda après avoir gagné la guerre contre les Hutus, vous pouvez rester au Rwanda. Mais cette idée de dire que nous allons encore retourner au Congo, dominer les Congolais, plus de 70 millions de Congolais, c'était vraiment la plus grave erreur de l'histoire. Ils ont accepté cela, ils sont venus nous combattre. Et maintenant, vous avez vu, les mêmes gens qui sont venus nous combattre se sont sentis en insécurité. Et ils sont encore rentrés au Rwanda. Quand ils ont vu après la guerre de 1998 que rentrer au Congo, rester, ça ne sera plus possible. Les Congolais n'en aiment plus. Ils ont commencé maintenant à crier. Oh, les Congolais veulent nous finir. Non, non, on n'a jamais pris des armes contre vous. C'est vous, dans votre folie, votre manque d'intégration. Vous avez accepté le mensonge de Kagame pour prendre les armes contre les Congolais. Vous avez manqué la plus grande chance qu'on vous a offerte. Je ne peux pas te loger chez moi. Tu me trahis, tu veux me tuer, tu tues mes parents, moi je reste vivant et tu vas encore revenir demain que je t'accepte pour que tu me tues. Non! Tu es un serpent, rentre d'où tu es venu. On ne vous a jamais refusé, c'est vous-même qui vous êtes refusé. Vous avez refusé de vous intégrer au Congo. Vous n'avez pas voulu vous sentir congolais malgré toutes les années. Vous vous sentiez toujours rwandais. Retournez maintenant au Rwanda. Et maintenant Kagame vous connaît très bien. Il vous a promis des choses qu'il n'a pas encore réalisées. Il sait que vous êtes des grands criminels, des grands tueurs. Si pas tous, il y a des enfants, hein, les gens qui ont l'âge là de faire les choses. C'est pourquoi Kagame a peur de vous. Pourquoi il vous connaît très bien, il sait votre force de frappe. Un réfugié congolais ne peut jamais prendre des policiers en otage pendant 1 ou 2 jours. Jamais de la vie dans un camp de réfugiés, tel que nous connaissons, nous les Congolais. Nous sommes un peuple, on ne peut pas faire des choses pareilles. Rien que des gens qui ont été entraînés militairement,
qui sont réfugiés quelque part dans un camp, peuvent jouer des tours à des policiers ou bien des militaires armés, les prendre en otage. Rien qu'un militaire. Quelqu'un qui a reçu une formation militaire peut le faire. Et comprenez, c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Kagame ne peut jamais vous intégrer. Il refuse. Il vous a seulement utilisé. Après la mission, il veut maintenant vous jeter. Ou la grande poubelle, c'est le Congo. Murudi Congo, Njoko, Malabishima, Toku, Yalala, Murudi Kouli. Et nous aussi, connaissant votre habitude, on vous refuse. Donc vous êtes resté maintenant dans un état de limbo là-bas. Vous êtes comme des chauves-souris maintenant. Vous n'êtes ni souris, ni oiseau. Les gens vous refusent. Non pas pourquoi, parce que ces gens-là ne vous aiment pas. Ils vous refusent à cause de votre comportement. Vous allez nier. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on avait tué ces mêmes gens dans le camp de Gatumba au Burundi par le FNL de Rwasa? Ils avaient fui le Congo, ces mêmes gens. Ils sont entrés au Burundi pendant la période de troubles là, ils se sont retrouvés quelque part au Burundi dans un camp qu'on appelle camp des réfugiés de Gatumba. Les mêmes, soi-disant, réfugiés Tutsis congolais. Ils étaient là, sont restés là-bas. Le territoire de Burundi. Et pendant cette période, comme vous remarquez très bien, c'est quand il y avait des combats. Le FNL, le CNDD-FDD, qui combattaient chacun dans son coin contre le pouvoir de Pierre Buyoya et les autres qui étaient là. Donc au Burundi, ça devient un pouvoir Tutsi. Ce n'est pas nous les Congolais. On n'a jamais foutu le nez dans votre histoire. On n'a jamais dit quoi que ce soit. Les Burundais rebelles, connaissant bien le système, ils ont senti, ils ont découvert, ils ont su que dans le camp de Gatumba, là où se trouvent les soi-disant réfugiés Tutsis congolais, il y a des armes encore. C'est-à-dire vous êtes réfugiés mais militaires. Pourquoi est-ce que vous avez gardé les armes dans un camp de réfugiés? C'est la faute du gouvernement. Parce qu'un militaire, quand il cherche refuge, on prend son arme, il reste comme un civil, on le case très bien. Et faire de façon que il ne faut pas mettre un camp de réfugiés qui furent militaires près de la frontière. Parce que là, ces gens-là peuvent encore entrer dans des bêtises là-bas parce qu'ils sont habitués à se battre. Ils peuvent prendre des armes moyennant des promesses, ou bien la mafia là-bas, milice, pour aller traverser la frontière facilement et tout ça. C'est pour cela qu'on avait condamné Mobutu. Ça coûtait cher à Mobutu. Pourquoi? Quand les Rwandais étaient entrés avec des armes à la main, les Hutus, Mobutu devait prendre leurs armes et déplacer le camp, distinguer, donc diviser, réfugiés Rwandais Hutus, militaires à droite, civils à gauche, et prendre les militaires, les amener au milieu du Congo. C'est pour ne pas donner raison. Parce que c'était l'une des raisons que Kagame avait utilisées pour attaquer le Congo. Qu'il sentait que le Rwanda, son Rwanda qu'il venait de créer là-bas, avec Museveni et les Américains, était en danger. Connaissant la force de frappe de ses frères Hutus, il n'avait pas sommeil. Il s'attendait à ce que n'importe quand, ces gens-là pouvaient attaquer son Rwanda et le mettre dehors. Et effectivement, ils étaient majoritaires. Alors, vous comprenez, c'est un peu ça. Les mêmes réfugiés rwandais Tutsis, les mêmes réfugiés, excusez qu'on dit, congolais Tutsis, se sont retrouvés réfugiés au Burundi avec des armes. Ils ont caché là. Avec quelle intention? Selon les informations, l'intention d'attaquer le Congo encore, par Uvira. Vous voyez encore. Au Burundi, mais pour attaquer le Congo. Ils étaient protégés par qui? Pierre Buyoya. Le gouvernement Buyoya savait ça. Le gouvernement Buyoya savait cette histoire très bien. Pourquoi? C'est encore des Tutsis. Et l'information a circulé rapidement.
et les rebelles de FNL, de Rwasa, les Hutus, ont dit nous allons nous en charger. Ils sont entrés là-bas, il fallait brûler le camp. On a seulement brûlé, on n'a pas fait beaucoup de gaffes là-bas. Mais qu'est-ce qui a causé beaucoup de gaffes après? C'est le crépitement, l'éclatement des armes. Parce qu'il y avait trop de grenades, trop de munitions là-bas. Ça a éclaté, ça tuait beaucoup, même des femmes innocentes et des enfants innocents. C'est ça la vérité qui était cachée derrière donc, ce qu'on appelle le massacre de Gatumba. Un autre complot. Mais comme ces gens-là bénéficient toujours d'une main mise occidentale, spécialement des Américains, vous avez vu, l'Amérique est venue prendre tout ce monde-là rapidement. Oh, les réfugiés congolais, Banyamulenge de Gatumba, on les a amenés aux États-Unis. Ce qui était resté. Et comprenez, mes chers amis, ces réfugiés congolais du Rwanda, Kagame, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Si vous n'avez pas bien compris, il est en train de mettre pression sur le HCR pour que ces gens-là puissent vider les lieux. Il sait qu'il les a utilisés, il leur doit. Il sait leur force de frappe. Ce sont des gens bien formés, qui connaissent le secret de Kagame, qui connaissent ses points faibles. S'ils restent au Rwanda, n'importe quand, n'importe où, ils peuvent le surprendre et le renverser. C'est pour cela que Kagame a un œil sur ces gens-là. Et la meilleure façon, c'est de leur priver la nourriture pour qu'ils voient la souffrance et qu'ils puissent quitter. Et quitter pour aller où? Non pas pour s'intégrer au Rwanda. Si ce sont ses frères, moi je ne vois pas aucun problème. Si vous dites au Congo, on ne vous aime pas, les Congolais vous détestent, vous êtes des Tutsis. Venant, vos arrières, vos parents étaient venus du Rwanda. Quel mal y a-t-il entre vous et Kagame? Il vous a utilisé. Vous avez fait le sale job ensemble. Qu'il vous case là-bas chez vous. C'est ce que j'ai appelé dans le processus de HCR l'intégration. Kagame, qu'il vous intègre maintenant au Rwanda. Vous voyez que vous ne vous aimez pas. Vous faites ce qu'on appelle le marché des dupes, le marché des idiots. Et votre grande erreur, c'est d'avoir saboté les Congolais. Maintenant, vous voulez rentrer où? Selon l'histoire, oh, nous voulons rentrer au Congo. Qui va vous accepter comme ça? Avec tout le mal que vous avez fait, vous continuez à faire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté là-bas? Quand on a attaqué Laurent Désiré Kabila en 1928, Kagame vous a encore utilisé dans le M23. Vous faisiez partie du M23. Beaucoup de gens, les soi-disant Kundabatouare, je suis congolais, je suis comme ci, je suis comme ça. Vous êtes présentés à des caméras par tout le monde entier, vous avez vu que vous êtes des Congolais. Vous voulez vous battre contre qui? Mobutu ne vous avez jamais refusé, il était déjà mort. Laurent Désiré Kabila a découvert que vous étiez des couteaux à double tranchant, que vous avez du mal à vous intégrer. C'est pour cela que Kabila a dit non, ces gens-là ne peuvent pas rester. Il a ordonné aux Congolais, faites attention, ouvrez les yeux contre ces gens. Si vous avez refusé de pactiser avec Kagame, que nous sommes des Congolais, ça fait beaucoup d'années nous sommes au Congo. Si pas Congolais, mais les Congolais nous ont bien reçus, ils ont bien reçu nos parents, nos grands-parents. Nous ne pouvons pas en tout cas donc, faire du mal à ces gens. On allait vous accepter. Le Congo est tellement grand, il y a trop de forêts inhabitées. Et notre cœur, nous n'avons pas ce problème-là. Le Congo est tellement grand, vous pouvez rester dans un coin là, vous faites votre vie. Il n'y a pas de problème. Mais vouloir rester au Congo, venir au Congo avec des armes à la main pour réclamer la nationalité congolaise, avec l'intention finale de nous subjuguer, de subjuguer les Congolais, la majorité bantou congolaise, pour que vous puissiez régner. Non, dit, comprenez votre problème là où il se trouve. Kagame vous a utilisé dans le M23, il vous a promis monts et merveilles, et aujourd'hui, il n'a pas réalisé votre promesse et il vous connaît très bien, il veut se débarrasser de vous. C'est ça la vérité qui est en train de se passer au Rwanda. Et comme Kagame n'a jamais été fatigué, il prétend qu'il aime le Rwanda et il aime les Rwandais. Ça c'est faux. Si Kagame aime le Rwanda et il aime les Rwandais,
il connaît l'histoire du Rwanda plus que moi, plus que nous les Congolais. Pendant toutes les années qu'il est au pouvoir, il devait s'atteler à chercher la paix entre les Rwandais. Malgré le génocide, il devait reconnaître que lui aussi est entré au Congo. Il a tué plus ou moins 750 000 Rwandais auto. Satisfaction quand même, selon de son côté. Il fallait maintenant reconstruire le Rwanda. C'est que moi, Mac, j'appelle reconstruire le Rwanda. Ce n'est pas construire des buildings. C'est que on vous dit Kigali, on a construit tel building, et Kigali est propre. Non. On a construit ça avec le sang des Congolais, la sueur des Congolais. Vous tuez plus de 6 millions de Congolais, vous construisez un pays. Sachez que le Rwanda est construit avec le sang des Congolais. Dans les rues du Rwanda, dans des maisons, dans vos bureaux, partout, il y a les fantômes des Congolais qui sont là. Et vous allez voir là où votre pays ira. Votre progrès, c'est le sang des Congolais. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a même quelqu'un qui vient de me corriger, le M23 là-bas. Oui, ces gens-là sont disant Rwandais, le Congolais, tous aussi. Ils étaient dans RCD, CNDP, même récemment dans le M23. Vous voyez que ces gens-là ont sans cesse pris parti. Donc, du côté des ennemis du Congo, pour combattre les Congolais. Vous savez que vous êtes une minorité. Si vous ne parvenez pas à renverser le Rwanda, qui est un tout petit pays, vous croyez que vous allez renverser le grand Congo, même si nous sommes des civils. On peut vous mettre dans un coin là-bas, vous êtes bien armés. Nous, les civils congolais, c'est parce que Kabila aussi est complice de Kagame. Il crée des trahisons dans l'armée congolaise, des infiltrations de vos frères là-bas, qui sont des colonels, des majors partout là-bas, qui trafiquent les armes, qui volent des armes dans des dépôts de militaires congolais là-bas pour vous les amener. Il y a des convois de militaires congolais soi-disant qui vont à la frontière pour se battre là-bas. Quand ils arrivent là-bas, et les armes qu'on traverse, qu'on vous donne de l'autre côté. C'est ce qui fait que les gens pensent que la mythologie, que vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort. Vous pouvez vous mettre dans un coin là-bas. Et les Congolais se tiennent dans la main. J'ai toujours dit, la main dans la main. Les 50 millions seulement des Congolais. Nous commençons à courir jogging, makofi. Tout est en Rwanda bien. Mutawa, ma mutawa, Congolais, vote. Tout est en Rwanda, tu n'as qu'à traverser un jogging. On peut le faire. Mais c'est parce que le Congo, c'est un géant lié. Non pas par le Rwanda. Le Rwanda, c'est celui qui fait le sale job des multinationales, des Américains, des Chinois même, beaucoup d'Européens. Votre pays, Kigali, est devenu, la capitale Kigali, la plaque tournante de la mafia. Le sang des Congolais est vendu sur des plateaux, dans des business, sous forme de coltan, de cassitérites, de richesses. Alors, dans votre ADN, quelqu'un vient de me dire, vous êtes en tout cas des M23, des RCD, AFDL. Devant Dieu, vous n'allez pas nous accuser, nous les Congolais. Vous n'allez pas nous accuser. C'est votre comportement qui est mauvais. Votre comportement. Donc vous voulez venir au Congo, faire la loi, tuer les Congolais, dominer la grande majorité des Congolais bantous, plus ou moins 70 millions, et qu'on reste là-bas endormi, qu'on vous accepte. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas des dieux. Retournez. Retournez. Parce qu'au Congo, vous vous sentirez toujours en insécurité. Non pas parce que nous ne vous aimons pas, mais ce que vous avez fait contre les Congolais, vous vous sentirez toujours en insécurité. Alors ça ne sert à rien, ne pensez même pas au Congo. Parce qu'on ne savait pas. On le sait maintenant. Et nous sommes en train de le raconter à nos frères et sœurs et à nos enfants aussi, qui n'aimeront jamais vos enfants. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oubliez cette histoire-là. Cherchez notre solution. Kagame vous a utilisé. Qu'il vous prenne alors. Si Kagame ne vous prend pas, vous savez pourquoi Kagame aussi ne veut pas vous prendre? Kagame a déjà signé un deal avec Benjamin Netanyahu, que vous appelez Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien.
Dans leur deal, qu'est-ce qu'il y a? Kagame a demandé que des demandeurs d'asile, j'ai parlé des demandeurs d'asile qui n'ont pas réussi à devenir réfugiés en Israël. Principalement, ils sont soudanais et érythréens, qu'Israël n'a pas encore accepté, n'a pas réussi à accepter. On vous dit qu'ils sont plus ou moins 40 000 personnes. Kagame a signé un deal avec Benjamin Netanyahu pour qu'on puisse lui donner ses Érythréens là-bas et ses Soudanais là-bas, qu'il va loger au Rwanda. Vous voyez, hein? Vous quand même, vous êtes Rwandais. Même si vous avez passé tout votre temps au Congo. Hein? Mais vous êtes toujours des Rwandais. Votre ADN, vous êtes des Rwandais. Vous n'avez pas su vous intégrer. Mais votre frère, Kagame Tutsi, il ne vous accepte pas. Il veut chercher des Érythréens et des Soudanais. 40 000. Moyennant 5 000 $ sur la tête de chaque demandeur d'asile qui a échoué en Israël, qui doit maintenant rentrer au Rwanda. Kagame veut prendre ces gens-là. Si vous faites les calculs, hein, je calcule rapidement, 40 000 $ et 40 000 personnes. Kagame en Tagobeba. Donc, 5 000. Alors, vous tapez à combien? Vous voyez? Donc, Kagame a Takuria plus ou moins, si pas 2 millions, 200 000 $. 2 millions de dollars américains. En échange, il vous prouve que Kagame, c'est un démon qui n'a pas de cœur. Au lieu de vous prendre vous, même si vous avez passé beaucoup de temps au Congo, si pas vous, vos pères, vos arrière-grands-pères, vous êtes toujours des Rwandais, quelque part, même si vous à tous les étiez en Rwanda, nous étions au Congo, nous connaissons le Congo seulement, nous n'avons rien laissé au Rwanda, mais quelque part, entre un frère, un ami, un voisin, le choix est clair. Dans la hiérarchie des choix, si Kagame était un être humain, il allait chercher, accepter d'abord que vous, les soi-disant Congolais tous, vous restez au Rwanda. Parce que quelque part, vous avez travaillé pour lui. Mais il vous tourne le dos, il va aller chercher les Soudanais, les Érythréens. C'est pour vous dire que votre frère, c'est un démon. Il n'a pas de cœur, ce monsieur-là. Et il veut prendre ces Soudanais là-bas, ces Érythréens, qui sont au nombre de 40 000. Avec quelle mission? La plupart ont fui des guerres. La plupart ont pris les armes en Érythrée contre l'Éthiopie. Ils ont pris des armes. Vous connaissez le Soudan, c'est composé de trop de militaires. Kagame veut prendre ces gens-là, plus ou moins 40 000, pour venir avec eux au Rwanda. Pourquoi? D'abord, avec comme mission, remplacer donc la place des Hutus. Parce que Kagame n'a jamais mis dans sa tête que les réfugiés rwandais Hutus qui sont à l'extérieur sont rwandais. Non. Selon lui, il les a déjà barrés dans sa tête. Il leur a déjà ôté cette nationalité là-bas, imaginairement, politiquement parlant. Donc, lui, son Rwanda, c'est le Rwanda de tous seulement. Et vous êtes une minorité. Ça, c'est la folie. Ils veulent remplacer les vides là, au lieu d'appeler ses frères, d'abord, les Congolais, les soi-disant Congolais tous, retourner, s'ils n'aiment pas les Rwandais Hutus. Ils vous retournent d'abord vous. Il va appeler les gens des autres pays, moyennant l'argent. Donc, une sorte d'esclavage moderne. On a crié, en Libye, on est en train de vendre les Congolais, tout ça. Mais Kagame a accepté qu'on lui vende des Africains, Soudanais et Érythréens par Benjamin Netanyahu d'Israël. Vous allez dire Kagame c'est un modèle. Il y a même des gens qui sont là. Kagame c'est le meilleur président d'Afrique. Démocratie et tout ça. Non, ça c'est un démon. Lui c'est le business. Lui c'est le business. Le plan qui est caché derrière tout ça, Kagame a cru qu'on ne le saura pas. On le connaît. Le Rwanda demeure un pays pauvre d'abord. 60% des Rwandais vivent avec $1 américain par jour. Dans les 40 là, c'est là où il y a des gens qui vivent un peu bien.
Et parmi même les Tutsis qui sont là-bas, Kagame n'a confiance que dans les Tutsis qui étaient avec lui en Ouganda. Tous les autres Tutsis qui étaient par exemple au Congo, au Burundi, un Tutsi qui était dans un autre pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, là-bas, quand Kagame a pris le pouvoir, beaucoup de Tutsis étaient là-bas, chaud. Ils sont retournés au Rwanda. Kagame les met toujours dans un coin. Bien qu'étant tous. Il n'a pas confiance en ces gens là-bas. Il ne sait pas quelle idéologie ils amènent là-bas, quel contact il peut avoir à l'extérieur. Kagame ne traite qu'avec le petit cercle là-bas des Rwandais Tutsis qui étaient en exil en Ouganda. C'est ça le grand problème. C'est eux, le noyau, le petit noyau là-bas, qui dirigent le Rwanda. Comprenez pourquoi? Si un homme qui trouve ses frères Rwandais Tutsis suspects, comprenez, c'est dans la même logique qu'il trouve les soi-disant Congolais Tutsis qui sont véritablement les Rwandais ayant vécu longuement au Congo. Suspects encore. Il ne peut pas les prendre. Jamais de la vie. Parce qu'il sait qu'il a fait trop de mal. N'a peur que quelqu'un qui connaît le pouvoir de l'arme et quelqu'un qui a fait trop de mal. Allez chaque jour. Et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que Kagame a la lague face monja. Kagame ne dort même pas dans le palais présidentiel. Il change de résidence. Il dort même dans des petits coins, dans des petits villages là-bas, pour se réveiller, tout ça, comme le Rwandais tout petit là-bas. Pourquoi? Il a peur. Il n'a confiance en personne. Pourquoi? Le poids du mal que ce monsieur-là porte sur ses épaules. C'est l'incarnation du démon, du diable. Tu ne peux pas dire que tu aimes les Congolais quand tu refuses tes frères d'abord. Et l'appellation là des Congolais Tutsis, c'est vous qui créez ça. Ils n'ont jamais existé. Jamais de la vie. 40 000 Érythréens et Soudanais qui n'ont pas réussi à être intégrés en Israël. Ils reviendront avec quelle mission? La même mission. C'est-à-dire que ce sont les gens que Kagame va ériger en milice pour commencer à les envoyer au Congo, pour attaquer encore le Congo. Pourquoi? Parce que la misère des Congolais, le sang des Congolais, le deuil des Congolais, la destruction du Congo, la déstabilisation du Congo, c'est ce qui fait la paix au Rwanda. C'est ce qui fait le bonheur des Rwandais d'aujourd'hui. C'est ce qui fait le progrès qu'on nous chante tant des Rwandais. Parce que le jour où les portes du Congo vont se fermer, le jour où Kagame n'aura plus l'occasion d'entrer au Congo pour voler, c'est fini. Sa puissance va finir. Sa protection va finir. Les maîtres qui le soutiennent vont lui dire « tu n'es plus utile ». Ils vont lui tourner le dos pour chercher autre chose. Et il le sait. C'est dans leur deal. Et il fait le tour du monde. Oh, le président africain et l'économie du Rwanda. Ça, il n'y a que des imbéciles qui peuvent accepter ça. Le Rwanda n'est pas construit. Construire un pays, ce n'est pas construire des buildings. Vous foutez le doigt dans l'œil. Construire le pays, ce n'est pas faire des pots de fleurs là-bas, mettre des fleurs, oh, tout ça. Non. Construire un pays, c'est construire les cœurs des gens. Avec tout ce qui est arrivé au Rwanda. Cette calamité qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire en 1994, un président normal devait prendre pour devoir de réconcilier les Rwandais, construire le cœur des Rwandais, faire de façon que ce démon-là de la haine infinie entre Tutsi et Hutu puisse quitter le Rwanda. Prier, implorer Dieu, demander pardon, pleurer même les larmes. Mungu Turumi Eko. Quel démon est venu chez nous? C'est ça le devoir que Kagame devait faire. Le problème n'est pas encore fini. Il y a du cendre, mais il y a le feu en dessous. C'est un cycle. Ça va passer, ça va encore se renverser, il y aura encore des tueries. Ça, c'est sûr. Parce que le problème n'est pas réglé, mes chers amis. Ne soyons pas hypocrites.
C'est ce qu'avait dit un éditorialiste là français quelque part. Non, un américain qui avait écrit sur la couverture du journal américain de Time. Pendant que les génocides étaient au Rwanda, cet américain s'était exclamé que wow, I think during that time, the devil was not in hell. Vu l'atrocité qui s'était passée au Rwanda. Qu'est-ce que l'américain a dit? En français, ça veut dire quoi? Wow. C'est la preuve que le diable n'était plus en enfer, n'était pas en enfer. Voilà, donc la gravité du mal qui avait eu lieu en 1994, rien que le diable peut faire ça. C'est-à-dire le diable avait quitté l'enfer pour aller travailler au Rwanda d'abord. Quand il a fini son job, il est encore rentré en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est un éditorialiste américain qui avait fait de la couverture. Kagame trône sur un trône fait de squelettes. Et c'est ça, mes chers amis. Quand vous voulez demander aux Congolais de devenir de plus en plus idiots, de vous accepter, d'ouvrir toujours leurs portes après tout le mal que vous avez fait, en tout cas, ça ne va pas tenir. Le système qui vous protège va passer. Les militaires congolais ne sont plus armés. Ne sont plus armés. Il y a un embargo quelque part là-bas. On prive des militaires congolais de l'armement. Parce que Joseph Kabila est aussi complice. Il sait que si les militaires congolais sont bien armés, bien entraînés là-bas, même si on leur donne du sale boulot, il y aura toujours des militaires qui vont renverser la donne, qui le surprendront et le tueront même un jour. Il sait ça. C'est pour cela qu'il est en train d'affaiblir l'armée congolaise de plus en plus, d'injecter des éléments étrangers dans le service militaire, dans l'armée au Congo. Et on le sait. Mais toute chose a un début et une fin. Ça passera. Et le Congo restera toujours là. Les richesses du Congo ne finiront pas comme les autres le croient. Il y a les gens qui ont mangé ça pendant la période de l'esclavage. Demandez aux Arabes. Les Belges sont venus. Vous savez pendant combien de temps les Belges ont exploité les richesses du Congo? 80 ans. L'indépendance est venue. Mobutu est venu là, pillé 32 ans. Et chaque fois qu'un homme pille cette richesse-ci, il y a encore de nouvelles sortes de richesses qu'on découvre. Il y a un temps, on parlait du cuivre. À un moment donné, cassitérite. Oh, c'est le zinc maintenant. Oh, c'est le soufre. Oh, c'est le cobalt. Maintenant, c'est le coltan. Alors, vous voyez que ça ne sert à rien. Ça ne finira pas. Un homme normal ne doit pas vivre, donc, tout en étant chaque fois à la poursuite des richesses. Donc, Kagame donne trop d'importance aux richesses. Il a vu que le Rwanda, c'était un pays pauvre. Il n'y avait pas moyen de construire une économie forte, de construire ce pays-là. Il s'est juré de tuer au Congo, de voler. Et plus il le fait, plus il voit qu'il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela. C'est ce qu'on appelle les biens mal acquis. Donc, dans les murs des maisons au Rwanda, sur les routes qu'on a construites au Rwanda, tout bâtiment qu'on a construit, tout système qu'on a mis en place, soit disant que c'est le progrès du Rwanda, c'est une malédiction. Je vous le dis en tant que Congolais. Car il y a le sang, la sueur et la vie des Congolais là-dedans. Quand vous dormez dans vos maisons au Rwanda, vous qui vous dites que vous êtes maintenant dans le progrès, dans tout, sachez que vous dormez dans des maisons hantées par les Congolais qui sont morts. Dans l'eau que vous buvez et la nourriture que vous buvez, je vous le déclare, et dans la nourriture que vous mangez, il y a du sang et de la chair des Congolais. Vous allez vomir ça quand le jour viendra. Et je pense qu'il appartient à tout Congolais normal
de les dénoncer. Comme le faisait un Rwandais. Un Rwandais, tout ce qui a fait une vidéo, j'ai apprécié. Il fallait dire les Hutus, un Tutsi. Qui condamne son frère Kagame. Qui parle des Érythréens qu'on veut maintenant amener au Rwanda et des Soudanais. J'ai suivi cette vidéo-là. Vous allez dire, un Tutsi qui a dit ça. Voilà une personne normale, qui n'est pas fanatique, qui voit la réalité en face. Mais vous autres, votre problème, c'est que vous ne voulez pas accepter la réalité. Vous êtes aveuglés. Le Congo est grand. Vous n'allez pas mettre tous les Congolais à genoux. Jamais de la vie. Alors je l'ai dit. Je vous remercie. Vous tous qui venez de me suivre. C'est ça le problème. Kagame veut créer une place pour les gens qui viendront d'Israël, au détriment de ses frères, même Tutsi. Et les Hutus n'en parlons même pas. Et un homme pareil, mérite-t-il le soutien d'une personne normale? Je pense que non. J'ai parlé. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra, le soleil sera là, et les Congolais écriront leur histoire d'une autre manière, comme l'a dit Lumumba, d'une manière glorieuse. Et je vous remercie.